Bienvenue à cette leçon de cinéma. Alors on a déjà pas mal entendu Hicham à la sortie des films, parce que c'est pas quelqu'un qui retient sa parole. Il y a quelques cinéastes comme ça où on a un petit peu du mal à les faire parler, parce qu'ils sont seulement dans l'intuition un petit peu de leurs films, et ils n'ont pas forcément le langage correspondant. Avec Hicham, je dirais c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un véritable discours extrêmement structuré. Et donc je suis très tranquille parce que je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de questions à poser. Parce que Hicham a une façon de répondre extrêmement complète à chaque question. Juste vous dire, pendant que j'y pense et avant que je n'oublie, que vous avez au fond de la salle, entre autres choses, un exemplaire de la revue, enfin donc plusieurs exemplaires puisqu'ils sont en vente, de la revue Réplique, qui est une revue de cinéma, qui parle de Olivier Assayas, Rebecca Zlotowski, Paul Vecchiali, Marie Lausier et Hicham Lasri, avec un interview que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais qui apparemment est assez intéressant, en tout cas qui reprend un petit peu, peut-être proche de l'exercice qu'on va faire maintenant. On va voir. Tu nous diras à la fin si ça correspond, si c'est pareil. Voilà. Voilà. Bon. Petite introduction biographique, bien sûr. Donc, Hicham, tu as fait des études juridiques. Et puis, après, tu as changé d'orientation et tu as commencé une carrière d'écrivain, de dramaturge, de scénariste, où tu as travaillé avec un certain nombre de cinéastes, notamment l'acteur et réalisateur Rachid El Ouali, le danseur, chorégraphe et réalisateur Lassen Zinoun, Omar Shraibi, Nabil Ayouch, qu'on connaît bien, pour Whatever All I Want, Les Chevaux de Dieu, etc. Et son dernier, qui vient de sortir en salle, Much Loved, qui était à Cannes. Et puis le réalisateur tunisien Tayeb Louichi, qui a malheureusement eu un accident qui l'a beaucoup handicapé, mais qui essaye de faire un film quand même malgré tout. Voilà. Donc un travail de scénariste sur lequel on aura l'occasion de revenir, en tout cas sur les questions de scénario qu'on avait déjà un peu abordées lors de notre table ronde d'hier. Et puis en 2002, donc, tu entames une carrière de réalisateur avec des courts-métrages, donc Jardin des Rides, Lunatica et Géométrie du remords, un film d'ailleurs que nous n'avons pas pu voir, ce serait avec plaisir, mais si jamais ça traîne dans un coin. C'est toujours le problème des courts-métrages, c'est que finalement, on suit, quand un cinéaste fait un certain nombre de longs-métrages, finalement, ces cours deviennent inconnus. Et c'est dommage parce que ce sont des premiers gestes de cinéma qui ont souvent la fraîcheur complète du début, quoi, et qui sont des gestes importants. Et puis par la suite, tu prends la direction donc, artistique de 17 longs métrages dans le cadre du projet Film Industry. Alors je ne sais pas si vous avez entendu de ce projet-là, c'est un projet qui avait été lancé par... grâce en fait à... C'était une commande de la chaîne M2 quand Noureddin Sahil était à la direction de ça. C'est ça? Non. En fait, non, c'était un projet spontané, en fait, initié par Nabil Ayouch. Oui. Et en fait, c'était l'idée de faire un type de cinéma en très peu de temps. En fait. Oui. C'est une d'industrie de cinéma, de réinventer en fait la manière de produire les films. C'était en association avec la télévision marocaine, la SNRT. Donc, du coup, les films étaient beaucoup pris pour des téléfilms. Donc voilà. Après, ça a posé beaucoup de problèmes juridiques et de place de ce type de projet dans la cinématographie marocaine. Et du coup, ça a empêché l'éclosion de quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai travaillé presque 1 an et demi dedans. À la fois, j'ai pu faire énormément de rencontres, travailler avec énormément de jeunes réalisateurs sur des scénarios, sur des décors. Et surtout, j'avais fait la rencontre avec la plupart de mes comédiens, à commencer par Hassan Badida, qui est le personnage principal de C'est eux les chiens. Et comme ça se passait à Agadir, c'était très désaxé parce que ça se passe, en fait, le cinéma est concentré essentiellement à Casa, un peu à Rabat de manière administrative, mais à Casa. Donc aller chercher des énergies, des comédiens, des lieux, des manières de tourner, en fait même un héritage, on va dire berbère, parce qu'on est dans le sud, c'était très très formateur pour moi. Et de là vient énormément de choses que j'ai investi en fait après dans mon travail. C'est-à-dire à la fois cette volonté de sortir des schémas de production naturelle et normaux au Maroc, c'est-à-dire toqué dans le guichet principal qui est le centre cinématographique marocain, essentiellement parfois la télévision, pour aller vers une autre écriture, une autre manière à la fois d'appréhender le monde et de le capturer, c'est-à-dire à travers les nouveaux outils
numérique, les nouvelles caméras, la nouvelle grammaire en fait que j'ai beaucoup utilisée dans C'est eux les chiens, parce que c'était une manière de remettre en question le monde, de remettre en question la manière de filmer et d'encapsuler le monde, et aussi de le présenter, donc à travers les outils numériques, à travers les petites caméras, à travers les téléphones portables et tout ça. Parce que l'enjeu de ce programme à l'époque, en fait, c'était aussi qu'il y ait des images marocaines à la télévision. C'était plutôt que ça soit uniquement des images de l'extérieur. Oui, non, dans le sens où il y avait un travail. Saïnour Dinsal, qui était l'ancien directeur du centre cinématographique, mais avant était le directeur de 2M, il a fait énormément de travail pour mettre en avant la fiction marocaine. Ce qu'on appelle la fiction marocaine, c'est les projets pour la télévision, c'est des séries, c'est des téléfilms, des choses comme ça. Mais malheureusement, il a permis à des réalisateurs de cinéma de faire des téléfilms, mais ça a un peu déteint sur le cinéma et pas dans les deux sens, en fait. Je trouve ça inintéressant, mais en même temps, ça a permis en fait de réinventer une sorte d'écosystème où il y a de plus en plus de comédiens, de plus en plus d'envie de fiction marocaine pour les Marocains. Et j'attends toujours en fait le moment où ça va passer à l'étape suivante. Ça a un peu de mal parce que cette contamination n'a pas forcément marché pour le cinéma. Ça a marché beaucoup pour la télévision, mais la télévision a beaucoup contaminé le cinéma. Je pense que c'est comme en France en fait. La plupart des films, parce qu'ils sont financés ou cofinancés par TF1, deviennent de facto des téléfilms, et donc doivent s'adresser à un public précis, avec des moyens précis, et du coup ça coupe un peu la chic à toute ambition quelque part cinématographique, à toute rigueur, ou en tout cas à toute envie de faire des choses un peu plus dures, un peu plus pointues, un peu plus fortes. Bon, c'est la règle du jeu, c'est-à-dire on a besoin d'argent. Si on peut pas faire avec, c'est qu'on a besoin d'accepter ces règles-là. Nous, ce qui nous intéresse à la film industrie, c'est d'ouvrir en fait des brèches pour des jeunes qui avaient des envies comme, je sais pas, faire des films de genre, faire Scarface, faire des choses, en fait, leur inspiration, c'était un peu le cinéma américain des années 70 et des années 80, et comment, en fait, réinventer un travail en s'inspirant de Michael Mann ou de Brian De Palma ou de John Woo, ou des choses comme ça, qui maintenant sont extrêmement datées, mais qui, il y a 10 ans, parce que maintenant ça date de 10 ans, étaient très pertinentes et il y avait une colère. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir ça et puis de les accompagner en termes d'écriture. Et en même temps, en leur expliquant que c'est bien d'avoir des références, mais il faut voir une référence culturelle plutôt qu'une référence. C'est pas intéressant de faire un cinéma sur le cinéma, quoi. C'est même malsain. C'est Straub qui a dit ça. Je pense que c'est vulgaire de faire des films sur les films. Et je les ai poussés en fait à voir qu'au Maroc on n'a pas de flingue, donc on ne peut pas faire des films de gangsters qui se tirent dessus à la manière de John Woo, mais il faut réinventer ça en utilisant autre chose. Voilà, à chaque fois en fait l'idée c'était de ramener tout ça à une sorte de prisme culturel pour le rendre à la fois plus fort et en même temps de pousser les auteurs et les réalisateurs à réfléchir en fait notre contexte marocain. On a un héritage, on a des cultures qui se touchent, qui s'entrechoquent, la culture berbère et amazigh, le rapport à la langue qui est un mélange de français, d'espagnol, d'amazigh et d'arabe, etc. C'est des choses qui doivent être investies dans un film, qui doivent être réfléchies forcément, et on ne peut pas faire des films comme c'est noté un citoyen américain alors qu'on a toujours vécu au Maroc, ce qui est quand même un phénomène que je trouvais très étrange, et ça m'a pas... Enfin, justifié aussi, parce que les jeunes qui veulent faire du cinéma, ils viennent de milieux aisés, ils ont les moyens de se projeter, ils ont les moyens de voyager, etc. Donc du coup, ce qui est à portée de main ne les intéresse pas, ne les passionne pas, parce que c'est des jeunes, parce qu'on était un peu jeunes. Donc voilà, c'était beaucoup de conflits autour de ça. D'accord. Et c'est intéressant cette question justement de comment le cinéma de genre va pouvoir être utilisé au cinéma, enfin je veux dire déteint un peu sur le cinéma, sachant que dans tes films il y a pas du cinéma de genre a priori, mais par contre tu utilises quand même les codes du cinéma de genre tels qu'ils sont intégrés par les spectateurs pour pouvoir initier d'autres choses. Pour les pervertir. Voilà. Continuons la biographie. Donc dans ce cadre-là, tu as réalisé 3 films, Le Peuple de l'Horloge, Tifina R et L'Os de Fer. Moi, je ne crois pas avoir vu cela. Mais il y avait 30 films, j'en ai vu quelques-uns. Il y en avait beaucoup qui étaient quand même
disons, un peu médiocre quand même, quoi. Enfin, c'était pas très bon. Et puis, il y avait quelques perles là-dedans. Je me souviens d'une histoire de squelette. Enfin, il y avait quelques films qui étaient quand même marquants là-dedans, où on sentait qu'il y avait des possibilités comme ça de véritablement de cinéma aussi, quoi. En fait, ce qui était intéressant, c'est la dure réalité, en fait. C'est-à-dire, on avait envie de faire un gros projet très très fédérateur, orienté vers les jeunes, parce que c'était des projets qui étaient financièrement extrêmement fragiles. Il fallait tourner en 12 jours. Et je me rappelle qu'à l'époque, je travaillais avec Nabil et produisais mon 3e court-métrage, c'était Le Jardin des Rides. Et on avait une discussion extrêmement surréaliste parce que je me bagarrais avec lui pour qu'il me rajoute 2 jours de tournage sur les 4 jours de tournage qu'il voulait sur lequel on avait le moyen de tourner 4 jours pour mon court-métrage et moi j'avais besoin de 6 jours et on finit cette conversation où j'ai mis 2 jours en plus et après il me demande est-ce que ça m'intéresse de faire un long métrage en 12 jours. Donc, j'ai dit non, moi, un artiste, je ne ferai jamais ça, je ne vais pas me compromettre et tout ça. Donc, j'ai laissé tomber pendant longtemps, ce qui fait que le projet s'est monté un peu sur presque des malentendus, en fait, malheureusement. Et ce qu'on a réalisé, moi, ça m'a intéressé d'aller faire mon école de cinéma, entre guillemets, mon service militaire cinématographique là-dedans, parce qu'on avait quelque chose que je trouvais formidable, c'est-à-dire on avait accès à des caméras, à des techniciens, à des décors extraordinaires dans le sud, à une lumière, on était, etc., assez formidable et tout ça. Et ça m'a permis de sortir de mon côté comme ça, évanescent, artiste, jeune réalisateur, etc. Qui, en fait, le propre, c'est la bêtise en fait de la jeunesse qui est toujours là. L'ego est plus fort que tout le reste. Et donc, ça m'a permis en fait d'être à la fois beaucoup plus humble et en même temps de réfléchir ma place dans cette société à travers des films. Les 3 films parlent, c'est des téléfilms en fait, parlent de manière assez étrange parce qu'ils ne sont jamais passés à la télé. C'était trop compliqué pour eux. Ça parle du Maroc du présent et le Maroc du passé. Tifinagh, c'est l'alphabet amazigh qui a été passé sous silence pendant très longtemps, après le Dahir amazigh berbère, parce que le roi ne voulait pas de scission. Donc il a enterré toute la cause amazigh sous 30 ans d'années de plan. Et en fait, ça a commencé à rejaillir, sauf que maintenant, c'est reparti, mais sous l'égide de l'État, avec une sorte de condescendance assez violente. Et donc, je voulais raconter l'histoire de ça, d'un fantôme du passé qui revient. Et Le Peuple de l'Or, c'était une sorte de comédie musicale un peu déjantée. Donc, j'avais l'occasion de tester des choses. C'est ça qui était intéressant. Par contre, j'ai réalisé, en fait, que le cinéma, c'est toujours une affaire, en fait, de solitude, en fait. Moi, j'avais envie qu'on soit une famille de cinéma, des jeunes réalisateurs qui ont des vraies envies, qui ne sont pas forcément d'accord sur la vision du monde, mais en tout cas qui partagent un amour émodéré pour le cinéma. Et j'ai réalisé en fait que ça ne marchait jamais parce qu'on travaille toujours les uns contre les autres et les gens étaient un peu méfiants. Voilà, on revient toujours à cette problématique d'ego qui a empêché en fait les gens de s'accomplir, qui a empêché les gens d'écrire de meilleurs scénarios, de réaliser de meilleurs scénarios. Et actuellement, c'est-à-dire sur la dizaine de gens avec qui je travaillais sur la film industrie, moi, à part Hicham Ayouch, qui est le frère de Nabil Ayouch, qui a réussi en fait derrière à faire 2 films qui ont eu de l'attention à l'international. Les autres, ils se sont contentés ou d'être des réalisateurs de télévision et d'être contents de ça, ou essayer de faire un premier film qui est absolument du même niveau, quoi. Ils n'ont pas évolué dans leur réflexion sur le cinéma et ils n'avaient pas forcément grand-chose à dire, en fait. Et ça, c'était quelque chose de très violent. Moi, je l'ai vécu après, une sorte de désillusion qui était terrible, en fait. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à travailler sur The End, sur mon premier long métrage, parce que je réalisais en fait qu'on ne sera, voilà, chacun pour sa fraise, en fait. Malheureusement, on ne va jamais être une sorte de mouvance comme ça qui vient bousculer les idées reçues, l'héritage de nos ancêtres. Ça commence toujours, il faut tuer le père. Et dans The End, je tue le père aussi. Il faut toujours tuer le père, c'est-à-dire la génération d'avant, pour pouvoir faire un cinéma différent, pas moderne, mais en tout cas un cinéma qui remet en question l'héritage et qui le repense. Et moi, j'ai toujours accordé énormément d'attention à la fois à être par choix au Maroc, à vivre à Casablanca, à être là pour être le réceptacle de ce qui se passe. Il y a toujours des changements, il y a toujours des mots, ne serait-ce qu'en termes de communication verbale, il y a toujours des mots qui disparaissent et d'autres qui reviennent, etc., etc. Il faut être là. On ne peut pas faire un film sur un pays sans
sans le vivre, sans être traversé par ce monde. Donc voilà, c'était ça la film industrie. Bien. Je vais essayer de faire des questions courtes parce que mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est toujours passionnant et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que on voit cette émergence quand même d'une industrie du cinéma au Maroc qui est quand même exceptionnelle en Afrique, qu'on ne trouve finalement pratiquement qu'en Afrique du Sud et dans les pays du Maghreb. Sinon, ce sont toujours des ovnis, voilà, des cinéastes perdus au milieu de nowhere parce qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de système. Et la question qui se pose et dont tu parles, c'est est-ce qu'il y a groupe, est-ce qu'il y a communauté, est-ce qu'il y a travail collectif, est-ce qu'il y a mutualisation, etc. Alors c'est frappant parce qu'on voit ici au festival plein de réalisateurs, jeunes réalisateurs tunisiens par exemple, qui eux font véritablement groupe, algériens également. Est-ce qu'au Maroc, parce que toi tu es pas mal dans la solitude quelque part, hein, je veux dire tu travailles avec un groupe de comédiens, de techniciens, etc., qui est toujours le même, mais par contre tu es peu en rapport avec les autres cinéastes. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que chacun est dans son coin ou bien est-ce que c'est ta volonté personnelle aussi de faire ton chemin à toi, quoi. C'est deux choses. Il y a un côté un peu asocial et autiste qui m'est propre, c'est-à-dire déjà c'est quelque part en moi, que j'ai porté toujours en moi. Moi j'ai grandi avec 4 frères, mais j'ai toujours été seul en fait, même au sein, parce que j'étais le seul à lire, le seul à s'intéresser à la bande dessinée, au film et tout ça. Eux, ils s'étaient intéressés par ou se bagarrer avec d'autres enfants ou jouer au foot ou aller à la plage. Donc j'ai toujours porté ça en moi. Après, moi, je trouve pas intéressant au Maroc, enfin, je sais pas, probablement, il y a des groupes et des groupements et des gens qui sont là pour s'entraider et tout ça, mais moi, au Maroc, j'ai toujours, depuis la film industrie, qui a été une sorte d'échec, en tout cas personnel pour moi, c'est une sorte d'échec parce que le process n'a généré pas grand-chose, ni en termes de qualité de travail, ni en termes de qualité d'environnement, c'est-à-dire de gens et tout ça, et même, ça se confirme 10 ans plus tard, la seule personne qui a fait la film industrie et qui se démarque quelque part, c'est Hicham Ayouch. Et c'est la seule, alors qu'on a fait... Moi, j'ai travaillé sur la moitié du projet, donc j'ai vu passer énormément de gens avec plein de rêves, d'envie, de volonté de faire et de casser tout, mais qui ne se concrétisent pas parce qu'ils ne travaillent pas assez, les gens. Et la deuxième chose, c'est quand j'ai fait The End, quand je l'ai passé au Maroc, j'ai eu une sorte de deuxième révélation qui a été très, très attristante parce que on m'a littéralement dit pour qui tu te prends, pourquoi tu fais un film aussi radical, aussi tranché, et le respect, et tu respectes rien, et pourquoi tu montres le roi comme ça, et tout ça. Et ça m'a juste confirmé dans l'idée que c'est un exercice solitaire. C'est comme l'écriture, en fait. On écrit seul, j'ai beaucoup de chance parce que je travaille avec le même noyau de comédiens qui se nourrit au fur et à mesure parce qu'il y a d'autres comédiens qui ont envie de bosser avec moi et qui l'expriment, et ça me donne envie de leur écrire des personnages et de développer des choses ensemble parce que je vois un vrai potentiel. Je trouve qu'on est toujours dans un pays où les réalisateurs deviennent les fonctionnaires des centres cinématographiques. Et moi, je n'ai pas envie d'être fonctionnaire. Sinon, j'aurais continué mes études de droit et je serais magistrat ou quelque chose autre chose, un autre destin et tout ça. Moi, ça ne m'intéressait pas. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi cette solitude et comment j'essaie de l'investir par rapport à mon point de vue sur le Maroc, par rapport à cette radicalité que je porte en moi, par rapport à parfois, ce côté féroce, un peu ironique, qui nourrit mon travail, qui me permet de ne jamais être dans l'aigreur. C'est ça qui est utile pour moi. Et puis voilà, ça me permet d'être un citoyen du cinéma plutôt qu'un citoyen du Maroc. Je pense que ce n'est pas intéressant de se définir soi et de s'enfermer, s'emprisonner dans un pays ou même dans une culture. Je pense que ça vient de là aussi. À une époque, tu as fait un blog. J'ai un peu parcouru ce blog, un peu ancien comme ça. Je crois que tu l'alimentes plus beaucoup ces derniers temps. Et alors, j'avais trouvé une phrase... Voilà, j'avais trouvé une phrase qui me semblait intéressante par rapport à cette leçon de cinéma où je me dis que comme il y a les débats après les films dans les salles, on va peut-être pas être sur chaque film, mais plutôt d'une manière générale sur ta démarche de cinéma et surtout d'essayer de comprendre ta méthode. Et là tu disais, enfin tu écrivais, je dis que la frustration est mon carburant et garder l'œil ouvert est une façon d'exister plus longtemps. Et j'avais l'impression que, oui voilà, j'avais l'impression que c'était une belle manière d'aborder les choses. Oui, à une époque, j'étais un peu comme ça, parce que voilà, en fait, il faut savoir que
Être cinéaste, c'est pas un choix, c'est un mode de vie, c'est une manière. C'est pas, moi, je parle pas de carrière, c'est-à-dire on parle de carrière, de ceci. Je sais pas ça. Pour moi, c'est un mode de vie. Ça a toujours été important pour moi d'être dans un environnement d'histoire et de récit et de narration ou d'évocation narrative, des choses comme ça. Et à un moment donné, je me suis retrouvé à être dedans pleinement. Et c'est comment dire ça? C'est très délicat de venir comme ça et de prétendre présenter quelque chose à un public, aux gens. Qui je suis pour faire ça? Qu'est-ce qu'on a à dire qui est suffisamment intéressant pour interpeller, intéresser? Et c'est toujours à la base, en fait, c'est à la base de toute réflexion. C'est-à-dire, on ne peut pas venir comme ça naïvement et dire, bon, je vais raconter une histoire sur, je ne sais pas, qui est un homme qui a ouvert une porte et qui tombe dans le vide, etc. Ça ne marche pas comme ça. Je pense que ça se définit toujours par une sorte de conflit intérieur très, très fort où on a besoin d'être convaincu par ce qu'on a envie de faire, et du coup par les histoires qu'on a envie de raconter, et du coup et d'accepter que ça marche pas, d'accepter que le public va le rejeter en bloc, d'autant plus que moi je ne cherche pas la facilité, je ne cherche pas à brosser dans le sens du poil, c'est l'inverse. Je cherche un peu à diviser, je cherche à créer à ne pas fédérer, dans nos sociétés, la folie c'est quelque chose qui n'est pas bon. On a peur des gens qui sont un peu fous, on a peur des électrons libres, on a peur des lots solitaires aussi, on a peur de gens. Voilà, les premiers à me jeter la pierre, c'est mes compères. Et c'est même pas les vieux, c'est les gens de ma génération qui sont les premiers à critiquer mon travail, à le dénigrer, etc. Et il faut vivre avec ça. C'est-à-dire à partir du moment où on résout ces problèmes-là, et il y a 10 ans, j'étais là-dedans, j'étais dans cette volonté de m'affirmer. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à faire depuis 2011 6 films avec des réceptions que je trouve bien entre Cannes, entre Berlin, entre Toronto, des endroits assez prestigieux. Ça y est, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai fait mon choix. Je sais dans quelle sphère je vogue, et même les gens commencent un peu à accepter le fait que je suis dans cette zone-là et pas dans l'autre. Quand je dis les gens, c'est à la fois les spectateurs, à la fois les gens concernés par le cinéma, les directeurs de festivals, etc. Donc c'est beaucoup plus agréable actuellement de venir et d'essayer avec beaucoup d'humilité de présenter ma démarche. Moi j'aime beaucoup Fellini quand il a dit un jour, je préfère qu'on me demande comment j'ai fait ce plan et pas ce que je voulais dire en fait. C'est toujours ça, c'est-à-dire on est toujours chaque plan qu'on fait dans un film, c'est un travail d'ingénieur. Moi j'essaie toujours d'avoir des plans très élaborés, une mise en scène d'espace particulière. On a parlé d'installation, on a parlé de théâtralité, ce que j'embrasse, ce que je trouve intéressant. Et c'est ça, c'est le challenge, c'est d'être dans le cinéma et à chaque fois de surprendre et de trouver ce petit miracle en fait, parce qu'on peut écrire et programmer ce qu'on veut sur un scénario en décidant ok, je suis dans le contrôle et tout ça, mais je pense que les meilleurs moments dans un film, c'est quand le miracle vient, je sais pas, c'est parfois un sourire, parfois une lumière, parfois une poussière. J'aime beaucoup filmer la poussière dans le soleil, tout ça, quelque chose qu'on nous voit dans la réalité, mais qui est extrêmement compliqué à restituer quand on tourne un film. Donc voilà, c'est ça qui moi, me motive, c'est ces petits moments-là qui sont des révélations. Et à partir du moment où on peut les capturer avec une caméra, je trouve ça formidable de pouvoir les partager, leur donner une forme et leur donner même un sens. Donc voilà. Alors justement, sur ce travail du plan, qui est quand même très frappant, effectivement, on a l'impression que tu as je veux dire que tu as une sorte de référence de bande dessinée permanente, de comics, je veux dire dans la manière dont les personnages sont installés, dans les plongées, les contre-plongées, etc. Les gros plans, les contrastes, enfin, tout ça est énormément du domaine de la bande dessinée, quoi. Est-ce que tu as plongé là-dedans dans ton enfance et que tu as été marqué par ça, ou est-ce que c'est les mangas, ou est-ce que c'est, je sais pas. Je pense qu'il y a de ça, mais c'est surtout une sensibilité, on va dire, graphique. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très formaliste. Tout doit passer par et le cadre et ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire en termes de lumière, en termes de parti pris, en fait, de physique. C'est-à-dire, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents, ma mère, était lettrée et c'est elle qui m'a appris le français. Je ne l'ai pas appris à l'école marocaine parce qu'on n'apprend pas grand-chose dans l'éducation marocaine. Donc j'ai beaucoup de chance et j'ai commencé en fait vraiment ma réflexion sur l'histoire en inventant les interstices entre les bandes dessinées. Moi je lisais les Marvel,
les Strange, ça s'appelait comme ça à l'époque, c'était les traductions françaises des bandes dessinées Marvel, et ça a nourri mon enfance, et au point où j'ai commencé moi-même à dessiner, et depuis je dessine. Donc forcément, quand j'écris une séquence, pour moi, il faut que je vois la séquence. Il faut pas... Tu storyboardes tes films? Avant, je faisais ça, mais je trouvais ça pas forcément très intéressant. Le storyboard, c'est un outil intéressant ou pour se confirmer à soi ses propres intentions, ou pour les expliquer en fait à un technicien quand on a des effets spéciaux ou un chef-op, etc. Mes premiers courts-métrages étaient extrêmement storyboardés. Et j'ai passé énormément de temps à storyboarder, etc. Mais à un moment donné, je réalisais que j'avais besoin plus de spontanéité. C'est-à-dire d'autant plus que je suis très très formaliste, très maniaque, etc. J'avais pas besoin d'ajouter de la maniaquerie sur ma maniaquerie. Donc je me donnais beaucoup plus, je poussais beaucoup plus en écrivant mes intentions. Donc mes scénarios sont parfois très lourds, très indigestes parce que tout est écrit, le son, l'image, la mise en scène, la durée du plan, etc. Et pas avec des chiffres, mais avec de la littérature, avec de vrais mots. Ça s'arrange, hein, parce que plus on avance, moins on se prend la tête. Plus c'est simple en fait. Donc ça a toujours été quelque chose qui est très présent. C'est-à-dire pour moi c'est très visuel. C'est pas pour dénigrer en fait la littérature, mais pour moi ça a toujours été un parti pris visuel. C'est-à-dire un plan, je ne tourne que le plan que je vais monter. Je ne tourne jamais dans l'absolu, genre champ contre champ. C'est pas ce que moi j'appelle balayer en fait. C'est-à-dire il y a 1 milliard de manières de filmer n'importe quelle séquence. Mais pour moi, bien sûr, il y a toujours une seule bonne manière, en fait, qui est à la fois proche de l'intention de la séquence, qui rend justice en fait au jeu de comédien, qui crée la distance nécessaire. C'est-à-dire le choix de focale n'est pas aléatoire. C'est-à-dire chaque séquence, il y a une distance qu'on installe par le choix. C'est-à-dire est-ce qu'on est en close-up, est-ce qu'on est au large, est-ce qu'on est en biais, et à partir de là, je commence un peu à désamorcer la mise en scène. C'est-à-dire dans mon dernier, je pense que même dans The Six Behind, il y a un plan qui a beaucoup étonné les gens, c'est qu'on filme un personnage qui cache un autre personnage alors que c'est censé être un champ contre champ. C'est-à-dire on filme en fait 2 personnages qui se font face et on filme juste la nuque des 2 alors qu'ils sont en train de se parler. Et je trouve intéressant de réinventer l'étrangeté du monde à travers ces choix-là, qui ne sont pas compliqués, qui ne sont pas lourds, mais qui nous permettent de sortir de cette écriture qui nous a marqué tous, c'est-à-dire le champ contre champ, la valeur, etc. Et de ramener une sorte d'étrangeté. Après, il faut les histoires qui fonctionnent dans ce sens-là, parce qu'il ne faut pas que ce soit juste pour faire joli ou faire le beau ou donner l'impression qu'on est en maîtrise. Il faut vraiment que ça sonne juste, parce que l'histoire doit être porteuse de cette étrangeté, de ce décalage en fait, parce que généralement faire du cinéma, c'est un peu donner une sorte de science de l'espace qui n'existe pas dans la réalité. C'est-à-dire les gens ne se regardent pas forcément quand ils se parlent, ne finissent pas leurs phrases, n'amorcent pas leurs phrases. On peut rentrer en plein milieu de séquence. C'est-à-dire comment réinventer cette réalité en la stylisant, sans rendre ça ardu, sans rendre ça pénible, mais en le rendant en fait un peu étrange, donc intéressant. Donc c'est ça, moi je travaille toujours dans l'interstice de l'étrangeté et comment rendre en fait une réalité, en tout cas même une réalité en fait culturelle à travers les choix de cadre, de focale, d'espace, de distance. Et surtout, moi, ce qui me passionne le plus, c'est ne pas filmer les gens, c'est filmer les espaces avec des personnages qui sont inscrits dans l'espace. C'est comme c'est Attenborough qui a dit que le plus important dans une histoire, c'est la perspective de l'homme qui se détache de la fresque en fait. Voilà, c'est-à-dire comment un personnage émerge. C'est-à-dire on voit 200 personnes, mais comment il y a une seule qui va avoir en fait notre attention. Et c'est ça qui est intéressant dans n'importe quel film. Alors, c'est intéressant, là, on est vraiment dans le processus de création, c'est-à-dire comment s'élabore ton film. Je me souviens de Raoul Peck, par exemple, qui disait « Moi, un film, c'est une boîte à chaussures. Je mets peu à peu des fiches dedans, en fonction d'idées qui me viennent, de choses que je rencontre. » Raoul Peck, c'est quelqu'un qui a toujours un truc pour noter, là, un petit calepin avec lui, et il entend quelqu'un, il voit quelque chose dans la rue, il note. Et le soir, il reprend, et puis peu à peu, tout ça fait un film, parce que il tourne autour, c'est dans la tête, il capte, et puis finalement, des fiches s'alignent. Hein. Et comme toi, tu es quand même très formaliste, hein, c'est-à-dire que tu prépares tes films avec la progression dont tu parlais tout à l'heure, en allant un petit peu plus dans la détente, mais quand même de façon très écrite.
Est-ce que tu as ce type de méthode-là ou bien c'est complètement autre chose? Je pense qu'on est tous... Enfin, oui, moi j'appelle ça la graphomanie. Moi j'ai toujours des carnets. Avant j'avais toujours des carnets, maintenant on vit à l'époque de l'iPhone, donc je prends notes et je prends des photos. Et c'est vraiment une sorte de carnet de voyage. Tout le temps. Tout le temps, ça nous sert à prendre des notes, même parfois à filmer des choses et à les annoter et tout ça. Je pense qu'on ne peut pas fonctionner autrement, c'est-à-dire on a besoin de bribes d'inspiration pour construire un monde en creux. Et puis vient ce moment-là où en fait on a l'impression, moi j'attends toujours le déclic, moi je suis du genre à travailler tous les jours, c'est-à-dire ma formation en tant que scénariste, c'est que parfois j'écrivais des histoires qui ne m'intéressaient pas. Et je trouve l'exercice intéressant en fait de se forcer à devenir une sorte d'athlète d'écriture en fait. C'est-à-dire moi mon rythme normal d'écriture c'est 10 pages voire 20 pages par jour quand je commence à rédiger mon scénario. C'est 20 pages, donc en 2 semaines j'ai mon scénario, ma première version, et à partir de là je commence à élaguer, à travailler, à triturer, à réinventer, à couper, à jeter et à recommencer, parce que c'est ça qui est intéressant dans le process. Donc forcément il y a ce rapport à la fois très fétichiste à la boîte, je comprends. J'ai toujours des carnets, je dois toujours, voilà, j'ai un livre, je dois l'annoter. Je dois garder ces notes-là disponibles, etc., parce que ça va me servir. Je ne sais pas dans quoi, je ne sais pas dans comment, mais ça va me servir. Même je pousse même le process plus loin sur tous mes tournages. Mes assistants, ils me ménagent toujours 3 jours sans rien de prévu. Parce qu'ils savent que je vais, en tournant mon film, je vais réinventer des séquences en fait. Je vais réinventer parce que la rencontre avec un comédien, un rôle, un décor, une lumière va me permettre à moi de générer autre chose. C'est-à-dire le process d'écriture continue pendant le tournage et bien sûr pendant la post-production. Donc j'ai toujours 3 jours où ils savent que j'ai besoin de ces 3 jours. Ils ne savent pas pourquoi. Donc ils sont toujours un peu stressés parce que je vais leur demander de me ramener un camion au dernier moment ou un cheval ou quelque chose de compliqué à trouver si on est dans le désert. Parce que j'ai besoin d'être à la fois à 100% dans le film que j'ai écrit, que je réinvente tous les jours, et en même temps, je laisse la vie pénétrer à travers des petits détails, des petites choses qui se rajoutent. Parfois, un comédien qui n'a pas de dents peut inspirer des choses qui deviennent des gimmicks, et donc forcément, je dois les creuser, etc. Et plein de détails comme ça, qui viennent tous les jours. Il faut juste être perméable, ne pas être dans cette manière d'exécuter le scénario au sens où on a le plan, on doit le bâtir la maison qui ressemble au plan. Un film ne fonctionne pas comme ça, c'est beaucoup plus l'inspiration du moment, les choses qui marchent et d'autres qu'on réalise qui ne marchent absolument pas, qui étaient formidables sur le papier. Quand on a commencé à faire des collages, etc., ça marchait très bien et on pensait que c'est ça le noyau du film, c'est ça la chose qui va tenir tout le film. Et puis au moment de la tournée, on réalise qu'en fait non, c'était une vue de l'esprit, ça marche absolument pas et c'est une catastrophe et donc il faut la jeter. Et généralement, je ne sais pas qui a dit qu'il faut toujours couper ce qu'on aime dans un film. Il faut toujours être très brutal, il faut toujours tailler parce que c'est cette condescendance, c'est cette qui fait que les choses marchent moins. Parce qu'on a envie de se faire plaisir. Il ne faut pas se faire plaisir, il faut être dans cette violence de pousser, écrire 10 pages par jour, c'est une violence. Aller tourner un film en obligeant, 60 personnes à se réveiller à 5 heures du matin, c'est une autre violence. Les obliger à travailler pendant 14 heures, c'est une autre violence. Donc il y a cette violence-là qui est assumée, qui est prise en compte et qui est prise avec une sorte de grand cœur. Et c'est très important de thésauriser ça et de l'utiliser vraiment parce que c'est le film qui doit prendre vie pendant qu'on le fait. C'est pas genre qu'un programme qu'on exécute ou quelque chose qu'on peut gérer de loin. C'est très important d'être dans le moment, de se laisser traverser par les choses et de plus en plus en fait. Voilà, je parlais de détente et c'est ça me permet en fait d'être beaucoup plus proche de mes propres émotions. Quand je le sens pas, je le sens pas. Même quand les gens me disent ouais ça marche, c'est très bien, je le sens pas. Il y a quelque chose qui sonne faux, il sonnera faux jusqu'au bout. Et avant, je pensais que faire du cinéma, c'est de l'architecture. Et maintenant, je pense que faire du cinéma, c'est de la musique, en fait. On est dans quelque chose à la fois de dissonant, on est dans le jazz, on est dans un motif, on va dire. Ça a été évoqué hier, je trouvais ça intéressant. On est dans un motif et après, on le décline avec des gammes différentes, en accélérant, en ralentissant, en scratchant, en ramenant en fait même la modernité musicale actuellement, en étant dans le silence, en étant dans des ruptures, ce qu'on retrouve beaucoup dans mon travail, les violentes ruptures de son et d'image,
les plongées vertigineuses vers l'intériorité d'un personnage pendant une action, des choses. C'est ça qui m'intéresse, c'est comment réinventer un espace inexistant au milieu d'un espace très concret. Donc voilà. Effectivement, hier, on évoquait les différentes vitesses dans le film. Et là, tu devances ma question suivante, qui était logique quelque part, et qui était la musique. Mais la musique, pas seulement, parce que chez toi, la musique, la bande-son, c'est plus que de la musique. Je veux dire, le travail sur la bande-son est énorme. On entend extrêmement bien les bruits. Il y a les bruits de la ville, il y a des insectes, il y a tout ce qu'on veut. J'ai vu au générique que tu avais travaillé avec Patrice Mendès. Je te disais tout à l'heure que on l'avait accueilli avec beaucoup de plaisir avec Fawzi Ben Saïdi. Il l'avait accompagné pour sa leçon de cinéma ici. Donc quelqu'un qui justement a vraiment une grande sensibilité en tant qu'ingénieur du son pour justement tous ces bruitages comme ça qui accompagnent l'histoire et qui forment presque des personnages secondaires à l'intérieur d'un plan. Comment ça se passe? Est-ce que c'est préalable? Est-ce que c'est après? Comment c'est? Est-ce que tu penses la musique à l'intérieur des plans avant de les concevoir, ou bien est-ce que ça vient après? C'est deux choses en fait. Dans mes deux premiers films, il n'y a pas de musique en fait. Il n'y a pas de musique de film par choix, parce que je me méfie comme la peste de la musique, parce que ça nous impose en fait, ça imprime un rythme qui parfois ne fonctionne pas pour ce qu'on a envie de dire. Parce que la musique est omnipotente, beaucoup plus que les images. Ça nous fait voyager de manière beaucoup plus simple, parce que ça s'adresse à notre intériorité. Là où l'image, on doit la décrypter, la comprendre, et puis la calculer par rapport à nos propres références, etc. Là, le son rentre de manière beaucoup plus gracieuse. Alors c'est vrai qu'on oublie qu'il n'y a pas de musique parce qu'il y a tellement du son. Voilà. Donc pour le coup, en fait, je trouvais beaucoup plus intéressant de réfléchir le monde sonore vraiment de manière très globale, en impliquant à la fois ce qu'on voit et puis le hors-champ sonore. C'est ça qui est plus fort, c'est qu'en fait, comment ramener un hors-champ sonore à l'intérieur des dispositifs de mise en scène. Sur mes scénarios, généralement, c'est très écrit. Et c'est très simple. Dans The Ant, par exemple, quand je mets une femme enchaînée et que ces chaînes font 3 mètres, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire... parce que j'ai besoin de ce son, de ces chaînes-là qui vont frapper le sol, le béton, buter contre des choses, créer un son presque, une sorte de motif sonore qui revient tout le temps. Ça fonctionne aussi pour cette distorsion qui consiste à être dans une réalité. Dans la première séquence du film, on voit un personnage qui sort de son trip au cannabis. Et puis il est comme ça, il est porté, et puis à un moment donné, il y a une sorte de déclic dans un horodateur qui annonce que c'est 8 heures, et on est dans la ville, et donc la ville se réveille, littéralement. Donc c'est tout le temps, en fait on peut pas l'inventer en tournage, enfin en montage, et ça se prépare pour que ça soit tourné. Donc ce qui fait que mes scénarios, il y a toujours dans Les Chiens, il y a cette roue avec son grincement qui est rajouté au montage. Il y a aussi cette idée-là ludique en fait de son qui disparaît et qui réapparaît, qui nous empêche d'entendre ce qu'on pense être des informations importantes et vitales pour la compréhension du film, et qui crée cette frustration que je trouve toujours utile quand on regarde quelque chose, un film. Donc voilà, c'est vraiment un process pour moi, c'est écrire un film. Écrire un film, c'est pas genre écrire les actions des personnages, c'est écrire l'espace. Et l'espace, c'est sonore, et c'est ce qu'on voit, et dans quelle zone les personnages circulent en fait. Les choix de décor dans leur circularité, parce que généralement en fait ce qui est génial dans le cinéma, c'est qu'on peut tricher les espaces comme on veut. Dans tout mon travail, je m'amuse toujours à transformer un seul décor en 4, juste par la magie en fait du cadrage, du choix d'axe, de la temporalité. Est-ce qu'on se tourne le matin, l'après-midi, comment les personnages sont cadrés, etc. Donc ce qui fait que je ne suis absolument pas dans la réalité des espaces. Dans The Six Behinds, j'ai tourné tout le film dans les abattoirs. Les abattoirs, c'est pas très grand de Casablanca, qui sont désaffectés, qui sont maintenant une sorte de lieu de performance et tout ça. C'est pas très grand, mais j'ai tourné tout le film là-dedans, à chaque fois en utilisant des trompe-l'œil, des petites choses qui m'amusaient en fait. C'était plus une sorte de jeu avec mes comédiens pour réinventer les distances.
en les obligeant à marcher plus vite, moins vite, en fait, de traviole, etc. Et c'était très intéressant d'être dans un travail en fait, de spatialisation alors qu'on est dans un film. Un travail qui est plus propre en fait, au théâtre et qui va servir un film. Où, en fait, quand on coupe, en fait, on change finalement d'espace et de temporalité, où l'ellipse est quelque chose qui est très très important, y compris implicitement par le spectateur. Alors justement, les temporalités sont toujours inattendues, hein, c'est-à-dire dans le déroulement du film, mais aussi même dans le choix, du temps du film. Enfin, je veux dire, donc The End, on est en 99, La mort du roi, Hassan II. C'est les chiens. On est dans l'époque actuelle, printemps arabe, mais c'est la référence à 81 et les émeutes de la faim. Et puis dans The Sea is Behind, on est absolument nulle part. Je veux dire, il n'y a pas de temporel là. Hein. Il y a une intemporalité parfaite. Dans Starve Your Dog, qui est donc dans le film suivant qui a été présenté à Toronto, là on est dans la référence à un temps passé qui est celui d'Hassan II encore, puisque c'est l'interview d'un ministre de l'Intérieur qui se définit lui-même comme un monstre de l'intérieur. Et ça, accompagné de toute une série d'images assez expérimentales qui viennent donner une flavor, hein, un accompagnement en tout cas global très fort, une saveur. Voilà. Les temporalités, oui. Pourquoi? Alors, on a compris que tu étais assez obsédé par l'histoire Hassan II. Pourquoi pas Mohamed VI? Je sais qu'on ne peut pas en parler directement au Maroc aujourd'hui. Le roi reste quand même extrêmement protégé. Mais voilà, pourquoi cette époque est aussi importante? On peut imaginer que c'est effectivement dans l'histoire marocaine quelque chose d'extrêmement prégnant, encore aujourd'hui. Mais tu as l'impression que c'est une manière de parler du temps présent aussi. C'est deux choses en fait. Moi je ne parle pas forcément du roi, je parle de mon enfance en fait. C'est ça ce qui m'obsède, c'est ce que j'ai traversé et ce que j'ai raté durant mon enfance. C'est-à-dire, pour vous mettre dans le cadre, en fait au Maroc, moi j'ai grandi dans les années 80. La télévision commençait à 18h30, finissait à 23h15. Le journal télé durait 2 heures. Il y avait très peu d'espace. On avait une seule chaîne, donc il faut le préciser aussi. Et c'était étatique. Donc forcément, c'était langue de bois à longueur de journée. Et on recevait ce bois-là dans la tranche depuis son enfance. Donc pour moi, c'est très important de dire quelque chose qui est très simple. Moi, mon envie d'histoire vient de l'absence d'image, en fait. Littéralement, c'est-à-dire à l'époque, en fait, on avait la chance un jour sur deux, on avait accès à notre dose de dessins animés, par exemple Goldorak traduit en arabe et des choses comme ça, parce que le roi, chaque fois qu'il avait un discours, il le passait en boucle pendant une semaine. Et on détestait le roi parce qu'en fait, il passait tout le temps, il remplissait tous les écrans. Et on avait marre de voir sa fraise parce qu'en fait, il nous empêchait, nous, en tant qu'enfants, dans notre compréhension de ce monde-là, juste de regarder les dessins animés. Tous les films que j'ai vus pendant cette époque-là, c'était des films qui étaient tronqués parce que, bien sûr, on coupait les scènes de cul, les baisers et tout ça, évidemment, mais surtout qu'il y avait un journal qui venait couper systématiquement tous les films. C'est-à-dire, la plupart des films que j'ai vus pendant mon enfance, j'ai jamais vu la fin. Il fallait que on se raconte la fin et on était trop jeunes, donc on n'avait pas la puissance de rester éveillé une demi-heure pendant le flash d'information, le dernier flash d'information qui parfois prenait 2 heures aussi parce que chaque fois que le roi avait un discours, on ne le coupait pas. On le passait tout le temps en direct. C'est comme couper quelque chose de sacré ou de profaner quelque chose de sacré. Pour la blague, c'est une anecdote que je raconte toujours. Quand j'étais enfant, j'ai dessiné. Je ne sais pas pourquoi j'ai dessiné une image de Hassan II. Il y avait un truc, j'ai dessiné une image et ma mère, elle était catastrophée. Ma mère, c'est pas une ignare, c'est pas une campagnarde, c'est pas quelqu'un qui sort d'un trou, c'est quelqu'un de très cultivé, mais en même temps, la peur était là, la peur du Mrzen, la peur du pouvoir, les flics, etc. était là. Donc il était catastrophé parce qu'il ne savait pas quoi faire de cette image-là que j'ai dessinée. Il ne pouvait pas la déchirer et la mettre dans les chiottes. Il ne pouvait pas. C'est sacrilège et je pense qu'il y a une foudre qui va tomber sur elle. Voilà, c'est comme ça que ça a été compris parce qu'on était dans ce rapport dont je parle beaucoup dans le dernier film, dans Starve Your Dog. C'est un rapport de terrifiante terreur qui est toujours là sur notre nuque. Ça souffle sur notre nuque. Nous, en tant que citoyens du Maroc, c'est toujours là. C'est-à-dire on sent que ça peut basculer à n'importe quel moment et personne n'est safe, personne n'est à l'abri.
Donc voilà, mon obsession vient surtout de ça. Et le fait que c'est un personnage qui, malgré moi, a meublé mon enfance, c'est-à-dire il s'est imposé, et c'était presque la figure totémique de notre enfance à tous. On a cette présence. Chaque fois que le roi passait quelque part, on nous sortait des écoles pour meubler les boulevards. On était des enfants, on avait 7 ans, je me rappelle un jour, on nous sort, on nous dit allez, vous habillez en blanc, le roi va passer, on ne sait pas où. On a passé 8 heures sous le soleil à voir la dalle dans de la terre rouge. Donc en rentrant, on était tous rouges, quoi. On était des Indiens. Donc voilà, mais je trouve ça intéressant. La deuxième chose qui me fascine beaucoup et sur laquelle je travaille comme une sorte à la fois d'introspection et en même temps une volonté de comprendre, c'est il y a des dates comme ça qui ont accompagné mon enfance. C'est la Marche verte, je pense qu'ils sont en train de fêter les 40 ans de la Marche verte. Il y a les émeutes du pain qui ont, pendant les années 80, ont conditionné ce rapport d'État policier et totalitaire à Casablanca. Il y a bien sûr la mort de Hassan II. Il y a la Coupe du Monde de 86, parce que le Maroc a été au quart de finale. Je ne me rappelle pas, un truc qui était très grand, énorme à l'époque pour tous les Marocains. Donc j'ai fait mon dernier film dessus et ça va être là. Je pense que la prochaine fois, je vais raconter autre chose. Je pense que ces dates permettent d'être à la fois des points d'achoppement, pour moi en tout cas, et des prismes. Ça me permet à la fois d'attaquer des histoires de gens à travers une information qui peut ne pas être importante ailleurs, mais qui prend une importance parce que c'est dramatisé, c'est dans un film et ça raconte une histoire très précise. Donc, du coup, en fait, le roi se retrouve dans le croisement de tout ça parce que c'est une figure en fait omnipotente, omniprésente partout pendant mon enfance. Donc, naturellement, même dans mon roman, dans Sainte Rita, il y a des citations de discours de Hassan II qui sont édifiantes. En fait, moi, quand je travaillais sur ça, c'est incroyable. À la fois, c'est tellement ironique et en même temps presque visionnaire par rapport à ce qu'il dit il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans sur ce qui se passe actuellement. Donc forcément, ça nous obsède. Mais je n'ai aucune tendresse pour les personnages. C'est-à-dire, j'essaie vraiment de m'en méfier. Pour moi, c'est Dracula, quoi. C'est Darth Vader et Dracula et qui croisent vendredi 13. Donc, pour moi, c'est très important de travailler là-dedans. Et aussi parce qu'il y a ce danger-là, en fait, d'aller trop loin. Je trouve intéressant de se frotter une sorte d'astre comme ça, noir, incandescent, qui risque d'avaler tout. Je trouve intéressant dans un film d'être dans cette exploration-là de notre culture et en même temps ça nous permet de comprendre à la fois Kadhafi, ça nous permet de comprendre Saddam Hussein, ça nous permet de comprendre l'Irak, la Syrie actuelle, etc. parce qu'on est un seul peuple et finalement on partage ce genre de rapport au pouvoir, d'écrasement et puis de chute terrible, très très terrible. Je pense qu'il n'y a que Hassan II qui a échappé qui est contemporain de tous ces on va dire dirigeants arabes, qui a échappé à une fin tragique. Je pense que même, je viens de lire un livre qui est assez édifiant qui s'appelle L'injustice sur Hassan II. Et c'est un livre extrêmement, malheureusement il est qu'en arabe, donc j'ai beaucoup ri parce que maintenant il y a même une sorte de réhabilitation. On ne parle plus d'un roi dictateur, etc. On parle même d'une sorte il y a même une tendresse qui s'installe. C'est comme les gens qui ont de la tendresse pour Hitler, quoi. C'est fascinant et effrayant en même temps. Donc voilà, pour moi c'est ça qui est très important et ça me permet de faire presque le deuil de mon enfance en fait. Mais ces films, les films que j'ai fait jusqu'à présent, je fais le deuil de mon enfance. Des choses qu'on ne m'a pas permis d'avoir et des choses que j'ai perdues. Alors juste une question sur Sainte Rita, parce que je vous conseille la lecture de ce livre. C'est quand même une expérience proche de l'expérience cinématographique qu'on peut avoir dans les films de Hicham, parce qu'on est d'ailleurs dans presque un scénario de cinéma, et même avec des mentions, fondus enchaînés, etc. Et effectivement, chaque chapitre, finalement, commence et se termine par des citations d'Hassan II, sachant que l'intérieur du chapitre, alors c'est absolument déjanté, c'est l'histoire de 2 lesbiennes, dont une fait une thèse sur Hassan II, et qui donc sont 2 personnages extrêmement hauts en couleur, et je veux dire, le côté sexuel est très permanent, enfin je veux dire, c'est très très fort comme... Je ne veux pas imaginer le film que tu en tirerais. J'ai peur qu'il ne passe pas la censure marocaine. Non, justement, en fait, je n'en ferai pas de film. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire c'était l'écriture, pas forcément... C'est pas l'histoire elle-même qui m'a intéressé.
Depuis toujours, j'ai toujours écrit des nouvelles. J'ai même un roman de science-fiction qui est sorti en 2010, je pense, qui a été primé et tout ça. Et Sainte Rita, pour moi, ça venait en fait de... Quelque part, c'est une sorte de... Il y a des points de... avec The Seas Behind qui se touchent en fait. On parle de sexualité, on parle d'identité sexuelle et on parle en fait de malentendus sur en fait ce qu'on est vraiment, à la fois en tant que nation et en tant que population d'un endroit précis en fait du globe, et comment en fait les gens sont très très méfiants quand il s'agit de l'identité sexuelle de l'autre. C'est beaucoup plus mignon quand il s'agit de femmes, beaucoup plus hardcore quand il s'agit d'hommes. Donc comment traiter ça? Et surtout ça venait en fait d'un fait divers que j'ai lu, je me rappelle pas quand, sur en fait en Afrique du Sud, je pense, où des gens violaient des lesbiennes entre guillemets pour les guérir. Et je trouvais ça à la fois tellement atroce, tellement caricatural, que c'est resté en moi pendant très longtemps. Et du coup j'ai écrit en fait ce roman qui est aussi poursuit un travail, on va dire, de recherche esthétique, parce que pour moi j'ai utilisé les images comme on utilise en fait les mots comme on utilise des images. Il y a une réflexion sur ce qu'on appelle le catch-up, c'est le collage en fait. Collage de discours participe à ça. C'est un truc visuel, on aurait vu des trucs collés, et l'utilisation de grammaire et de citations participe à ça. Donc pour moi je poursuis les recherches formelles qui sont naturellement ce que je fais dans mes scénarios et forcément dans mes films. Ouais, la technique du collage. Si on va... Moi j'avais une question bête en fait, c'était de savoir si tes films étaient autobiographiques. Dans ce sens, je m'explique. C'est-à-dire que quand on voit le personnage de The End, quand on voit le personnage donc Tariq dans The Seas Behind, moi je retrouve des personnages d'autres films du cinéma, comme par exemple le personnage qui est interprété par Samir Ghesmi dans Andalusia d'Alain Gomis, ou bien le premier film de Carax, Boy Meets End, ou bien Boy Meets Girl, ou bien même Jarmouche, Permanent Vacation. Je veux dire, des personnages qui sont des sortes de funambules dans la vie. Hein. Alors bien sûr, dans This Seas Behind, c'est vraiment le problème, c'est l'indifférence à ce qui se passe, etc. Dans The End, on a complètement un autre personnage parce qu'il est amoureux, il est dynamique, etc. Mais à chaque fois, ce sont des personnages qui sont des personnages un peu vaporeux, qui sont à la fois dedans et dehors, mais quand même pas mal dehors, et qui regardent le monde plus qu'ils ne vivent le monde, et le regardent sans illusion, mais le regardent quand même. Ils vont être des personnages qui finalement... je me dis, c'est peut-être un peu ça, l'homme arabe aujourd'hui, dans une société telle que tu l'as décrit, c'est-à-dire avec cette cruauté, ces dictatures, etc., et qui fait que, bon, on a du mal à y trouver sa place, et que donc on traverse cette société d'une manière un peu funambulesque, quoi. C'est-à-dire on est sur le fil et on essaye de faire sa trace. Autobiographique, malheureusement non. Je suis un peu plus ennuyeux comme personnage. Non, je pense qu'il est intéressant, c'est comment raconter la violence du monde en évitant l'écueil de l'indignation. Je sais pas, il y a un équilibre précaire, c'est-à-dire soit on a des gens hyper conscients de leur existence, et donc c'est des militants quelque part, ils militent pour eux-mêmes ou pour les autres. Et je trouve ça ennuyeux parce que c'est programmatique. On est dans une lutte dans des choses que moi je déteste, c'est le bien et le mal, et le juste et le pas juste, et tout ça. Je trouve pas ça intéressant. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'humanité. Et je trouve qu'il y a de plus en plus, l'humanité la plus révélée, on va dire, c'est celle des gens marginalisés. À quel moment des gens, au-delà de leur souffrance, au-delà de leur marginalisation, au-delà des choses qui leur manquent, ils restent humains. Il reste des réceptacles de cette émotion qui peut être colère, qui peut être violence, qui peut être amour dans The End, qui peut être stoïcisme dans The Seas Behind, qui peut être dignité dans les chiens. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, j'essaie toujours d'observer en fait les gens un peu à la marge dans la société, ici comme ailleurs, parce que finalement, tout le monde, la folie n'a pas d'identité, ou en tout cas la marginalisation n'a pas d'identité, et en fait de les regarder avec presque leur code à eux,
c'est-à-dire leur détachement par rapport au code de la société dans laquelle ils vivent, où ils refusent en fait, en tout cas, d'adhérer, et comment en fait les regarder avec beaucoup de tendresse. J'essaie vraiment de travailler le fait que on filme des gens et on peut les juger en fait. On peut les juger et dans la réalité on les juge. C'est-à-dire l'une des séquences que moi à chaque fois qui me sidère quand je vois ça, c'est dans les feux rouges à Casablanca ou dans n'importe quelle ville, il y a toujours des mendiants. Et maintenant il y a même des mendiants syriens. Et à Casablanca, c'est un enfer maintenant de circuler parce qu'il y a de plus en plus de voitures, de moins en moins de routes potables et c'est très compliqué. Moi, je n'ai pas de permis, donc ça m'arrange parce que je marche et je prends le tramway et les transports en commun, mais c'est très compliqué. Il y a toujours cette scène qui m'a toujours fasciné. C'est en fait quand les gens, dans leur 4x4, arrivent au feu rouge, ils s'arrêtent et qu'il y a quelqu'un mendiant ou quelqu'un dans le besoin, etc. Il vient. Sans les regarder, ils montent la vitre. Ils se coupent de ce monde-là. Et je trouve que c'est le summum de la cruauté. C'est invisibiliser quelqu'un. C'est nous rendre... voilà, c'est encore plus le marginalisé qu'il est marginalisé. Donc, et j'ai toujours travaillé sur ça, sur cet interstice en fait, qui empêche deux personnes qui sont juste entre deux miroirs, une vitre en fait, transparente, et finalement, ils ne sont pas sur la même fréquence. La personne dans sa 4x4, il a tout ce qu'il faut, il est bien, il est à l'aise, etc. Mais en face, il y a quelqu'un sous le soleil, qui peut être une femme, qui peut être une subsaharienne, qui peut être un Syrien, qui peut être quelqu'un dans le besoin de toutes les façons, qui est forcément marginalisé, forcément effrayant, et on n'a pas envie d'être en contact avec ces gens-là. Et je ne travaille que sur ça, en essayant d'apporter une tendresse, mais pas de la pitié, en apportant quelque chose qui est propre, c'est-à-dire dans les chiens, par exemple, on filme beaucoup de déclassés, beaucoup de gens à la ramasse, beaucoup de gens, mais il y a toujours énormément à la fois de violence et toujours un deuxième degré qui est toujours là, parce que c'est la bouée de secours. L'humour a toujours été une sorte de soupape de sécurité pour cette population-là, parce que sinon ils vont tous se tuer, quoi. Ils vont tous se jeter devant... Il n'y a pas beaucoup de suicidaires dans nos pays, parce que les gens finissent par trouver une échappatoire. Ça peut être la religion, ça peut être l'alcool, ça peut être les prostituées, ça peut être regarder des matchs de foot, ça peut être braquer des gens, ça peut être voler des portables, etc. Ils trouveront toujours des ressources pour ne pas se noyer. Et je trouve ça, moi ça me fascine, c'est une énergie de désespoir qui me fascine parce que quelque part il y a une poésie qui incarne nos sociétés. C'est-à-dire à Casablanca, moi ce qui me fascine le plus, c'est à la fois l'aspect totalement occidentalisé jusqu'à l'éruption d'une déchirure en fait. Il y a un moment où ça part en vrille. Et c'est ce moment-là que je trouve très poétique parce que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un mec avec une carriole et qui bloque l'autoroute. Ça peut être des choses, des gestes comme ça qui sont intéressants. Et comment prendre ça et l'investir dans un film en faisant de ce détail presque culturel quelque chose de cinématographique. C'est ça ma fascination par rapport à une société précise à un moment donné. Alors, on parlait des hommes, mais parlons un peu des femmes aussi, parce que alors, là, dans tes films, les femmes, c'est pas un cadeau quand même. Hein. Je veux dire, il y a une, je veux dire, la position de la femme dans je veux dire, cette femme enchaînée dans Six Behind qui traîne sa chaîne tout le temps. La scène d'amour va se passer au milieu de poupées comme ça gonflables. On est quand même dans une vision de la femme torturée quelque part, enfin, mais qui est où elle n'a pas beaucoup la parole non plus, en dehors de prostituées. Je me projette dans mes autres films que vous n'avez pas encore. Non, je pense que je suis très conscient que c'est un sujet délicat en fait. Pour moi, de manière très simple, les femmes sont trop intelligentes pour sombrer dans les univers dans lesquels je plonge mes personnages. De manière très simple et presque honnête, c'est ça. C'est-à-dire pour moi, la femme ne joue pas dans le bac à sable des personnages de The End. Et en fait, c'est l'absence de femme qui fait la violence de Six Behind. Et les femmes dont on parle dans ces films-là, c'est des femmes, bien sûr, dans The End, la femme enchaînée, c'est le rapport de la femme à ses frères, etc., de la position de la femme et tout ça. Mais moi, je n'ai pas cherché vraiment à écrire un personnage féminin au centre. Dans mon avant-dernier film, c'est fait. Mais pas dans celui-là. Parce que là, elle joue quand même la poupée au milieu. Et puis elle est habillée, je veux dire, elle est habillée comme une poupée aussi. Elle a des fanfreluches là autour, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, pour moi, c'est plus en fait,
c'est plus une icône en fait. C'est comment Mikhi voit cette fille. Pour moi, on est dans ce monde-là, dans cette perception-là. Il tombe amoureux d'elle parce qu'elle est différente, parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle semble très fragile, et il est fragile psychologiquement, et il est entouré par ses frères qui sont des brutes, tout ça. C'est presque une caricature de la famille arabe, c'est-à-dire la fille au milieu de ses frères, quoi. On l'empêchait de respirer. Et c'est très problématique pour elle, et donc il faut qu'il triche pour pouvoir faire des choses naturellement. La situation est en train de devenir un peu plus simple, on va dire, au Maroc. Mais en même temps, ça a toujours été, en fait, pour moi, la femme. C'est ma mère qui m'a élevé. On n'était pas. Avec mon père, ils n'étaient pas divorcés, mais je voyais presque jamais mon père, et j'étais toujours avec ma mère. C'est elle qui m'a aidé à être l'homme que je suis maintenant. Donc pour moi, naturellement, la femme, c'est elle qui dirige. Qu'on l'accepte ou pas, c'est elle qui dirige dans les sociétés arabes. C'est juste que dans l'exposition, on donne l'impression d'une société extrêmement machiste où la femme ne fait que souffrir, ce qui est complètement erroné. Donc voilà, c'est pourquoi je ne défends pas cette. C'est juste que là, jusqu'à maintenant, j'ai pas du tout eu le déclic. J'avais un film qui s'appelait 99, qui ressemblait beaucoup à Sainte Rita, où ça parlait de femmes, parce que pour moi, la femme, je l'ai écrit dans Sainte Rita, mais pas dans un de mes films. J'ai pas encore d'histoire. C'était l'histoire d'une femme qui attend que son frère soit rejeté par la mer qui s'est noyée. Elle doit attendre 7 jours au bord de l'océan à Casablanca que la mer rejette, que la marée rejette la dépouille de son frère. Et pendant ce temps-là, il va vivre des choses assez extraordinaires. Et c'est un film où il n'y a que des femmes. Il n'y a aucun personnage masculin à part la dépouille de son frère qui va sortir à la fin. Et volontairement, on allait là-dedans. Mais sur mes films, je pense qu'on est toujours dans ce rapport puéril finalement au monde, dans The End, ou complètement déféminisé, mais en même temps en diabolisant la femme, parce que le personnage dans The Six Behind, volontairement, on cherche à diaboliser sa femme, et même dans la mise en scène, on ne la montre jamais, son visage jusqu'à la fin. Et quand on le voit à la fin, ça enlève tout ce qui a été dit pendant tout le film, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a profité de lui, qui l'a rejeté, etc., parce qu'on montre juste une femme mignonne, tendre, et c'est la faute de l'homme en fait. Et le personnage et pour équilibrer la chose, le personnage de la prostituée qui est extrêmement, je sais pas comment dire ça. Pour moi, c'est presque on est dans la comédie. Une femme qui prostituée, qui vend ses atouts, mais qui se refuse à ses clients parce qu'il a ce pouvoir-là. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire on est dans quelque chose qui pas du tout accepté socialement, mais en même temps avec une sorte d'affirmation. Je pense qu'il n'y a plus de bordel au Maroc depuis les années 80, je pense, mais on a toujours des moments comme ça voilà, je cherche à ramener ça et à le mettre aussi, en fait, en disant aussi qu'il fait Ramadan, alors qu'il est prostitué. Pour beaucoup de gens, c'est des choses qui sont absolument pas compatibles, alors que c'est juste la norme. Très simple, c'est pas compliqué. C'est pas parce qu'on est prostitué qu'on n'a pas des superstitions religieuses. Donc voilà. Mais pour évacuer la question, disons que j'ai jamais attaqué vraiment dans un de mes films une position. Même dans C'est eux les chiens, en fait, la femme, c'est deux choses. C'est la dame qui le reçoit avec une sorte un côté un peu aérien, poétique, etc., et qui l'accepte comme il est. Et puis sa femme qui va le rejeter à la fin. Donc voilà, c'est ça. C'est toujours deux parenthèses. Donc forcément, on n'est pas dans la représentation réaliste de la femme, mais plus dans des figures en fait, féminines, presque dans des iconographies féminines. Donc j'attends encore le déclic, à part cette histoire de 99, pour faire un vrai personnage féminin, ce qui est extrêmement compliqué parce que j'ai testé sur Sainte Rita, c'est très très compliqué d'écrire un vrai personnage féminin qui soit pas que dans le mélodrame, qui soit un personnage à la fois qui peut être marginalisé ou je sais pas quoi, mais qui peut être très très fort par lui-même et pas parce que c'est un contexte. Ça, c'est très compliqué parce qu'il faut trouver une histoire et en même temps, en tant qu'homme, c'est très compliqué d'écrire pour un personnage féminin aussi. Je pense que ça aussi, ça joue énormément, naturellement. Par contre, ce que je fais toujours systématiquement, c'est que j'écris toujours des personnages masculins que je fais jouer par des filles. Dans tous mes films d'ailleurs, il y a un personnage masque que j'ai écrit avec un nom de Mohamed, je sais pas quoi, et à la fin, quand je viens au casting, je me surprends à choisir quelqu'un qui pas le bon sexe, quoi. Et ça donne une sorte de saveur assez intéressante. Dans The End, c'était le personnage en fait qui était grimé avec un chapeau et tout ça, qui était un personnage masculin, qui était le copain en fait du personnage des protagonistes principaux. Et je trouve qu'il soit une fille,
rendait beaucoup plus intéressant son histoire d'amour, parce que c'est pas qu'il manquait de femmes dans son environnement, c'est qu'il avait besoin de la bonne femme. Et je trouvais ça, voilà, naturellement, ça ramène quelque chose de beaucoup plus subtil, je sais pas comment dire ça autrement, beaucoup plus raffiné, plutôt que d'être dans les choses tranchées et caricaturales. Alors ça nous amène à ton travail avec les comédiens, parce que tu leur fais jouer quand même des choses un peu étonnantes. Alors tu as une troupe, hein, tu as une troupe qui te suit quelque part, un peu comme une troupe théâtrale. Et en fait, comme tu tournes avec un certain rythme, du coup, cette troupe existe, quoi, quelque part. On retrouve les mêmes personnages, on retrouve les mêmes acteurs. Et puis, on sent qu'il y a un travail qui est pas simple pour des comédiens. Tu leur demandes des scènes de violence, des scènes de nudité, des scènes, etc. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un travail d'improvisation préalable avec eux? Est-ce que vous travaillez beaucoup avant le tournage? Quelle est la méthode là? La méthode, en fait, c'est à partir du moment... En fait, pour moi, le travail se fait à partir du moment où j'écris les scénarios. J'essaie de contrebalancer mon envie première de comédien. C'est-à-dire, parfois, on pense qu'on écrit un rôle et puis on pense presque instinctivement à un comédien. J'essaie toujours de désamorcer cette envie-là parce que j'ai envie de ne pas me faciliter la vie. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de contourner la facilité. C'est pas du tout naturel parce qu'humainement, on a besoin d'être dans la facilité. Et puis, en fait, cette troupe s'est constituée naturellement, c'est-à-dire c'est même pas un choix, on n'est pas une troupe dans le sens, on se rassemble et on détermine qui fait quoi. J'écris mon scénario, j'appelle les comédiens, ils sont d'accord, on va faire un film dans 2 mois ou dans 3 mois ou dans 2 semaines, ça dépend en fait de mon rythme et de l'urgence en fait du process. Ce qui est intéressant, c'est que ma méthode de travail a permis en fait à attirer en fait un certain type de comédiens. C'est des gens qui n'ont pas peur en fait de s'exposer. C'est des gens qui essentiellement leur première qualité, c'est d'avoir un énorme potentiel, d'avoir des têtes, d'avoir des gueules, d'avoir vraiment quelque chose qui au-delà de l'histoire. C'est-à-dire dans C'est eux les chiens. Le visage de Hassan Badida m'a permis d'évacuer en fait 10 pages de scénario parce qu'en close-up, on sait que ce personnage-là, il a vécu des choses. Basta. Et je trouve ça plus fort que le spectateur projette ces choses-là qui doivent être terribles, qui doivent être dures, qui doivent être quelque chose une sorte d'enfer qu'il a traversé. Et ça, je trouve ça extraordinaire comment un personnage, comment un visage peut être un paysage qu'on peut décrypter. Et chacun décrypte des choses qui lui sont propres dans sa propre culture et tout ça. Contrairement par exemple à The Seas Behind, où le personnage principal, c'est quelqu'un qui est antinomique au personnage qu'il joue. C'est quelqu'un qui est très vivant, très presque saoulant parce qu'il est hyperactif, très bavard, très social. C'est l'antithèse de moi alors que c'est un ami que je connais depuis 14 ans. Et il me saoule, je le vois 1 fois par mois. Parce que sinon, il me prend la tête. Par sa par sa joie et tout ça, il me dégage de l'ombre. Donc c'est quelqu'un qui a été dans une terrifiante violence parce que je l'ai presque torturé pendant tout le tournage pour qu'il soit dans la note, une seule note. Il avait une seule note à jouer pendant tout le film et c'est très très difficile de tenir une seule note, très très difficile pour un comédien parce que dans les rushs, quand je voyais les prises, je rigolais beaucoup parce que il y avait toujours un moment où il sortait de lui-même en fait. Il se rebellait contre ma prison, contre le personnage que je lui ai donné et mes indications, et ça me faisait beaucoup rire. Donc, ce qui fait que je lui ai ramené un ballon, je le laissais jouer pour se fatiguer entre les prises, et quand il revient, il est fatigué, donc il joue le personnage. Et c'est un process très bon enfant, ça, moi je suis quelqu'un d'extrêmement calme, d'extrêmement mesuré, c'est vraiment des amis, c'est presque ma famille. Et du coup, en fait, il y a aussi la qualité que j'aime le plus chez les comédiens, c'est l'abandon. Il y a plusieurs types de comédiens. Il y a le comédien très intello qui va se poser des questions et couper les cheveux en 14, etc. Et puis il y a les comédiens qui ne comprennent pas mais qui vont se lancer. Et moi j'aime plus les comédiens qui s'abandonnent en fait. S'abandonne parce qu'un film, c'est une sorte de ventilateur qui tourne et on ne sait pas ce que ça caresse en fait, on ne sait pas ce que ça emporte, on ne sait pas combien de poussière, combien de choses ça traîne. Et un comédien qui s'abandonne, c'est un comédien qui finit par avoir une sorte d'élévation.
Et je cherche cette élévation parce que c'est au-delà de ce qu'ils pensent être. C'est ça qui est extraordinaire, c'est on se projette toujours par rapport à des choses en pensant qu'on est ça. Mais dans la réalité, on nous ramène toujours à quelque chose qui ne l'est pas. Donc c'est dans cet interstice en fait, où les comédiens, en fait, ils ont du jeu. Plus le comédien est bon, plus il ne se fait pas d'illusions, en fait. Et il ne se pose pas trop de questions. Il essaie de vivre dans le rythme de la séquence. Je parlais tout à l'heure que je ne filme jamais de comédien. Je filme toujours l'espace et le comédien à l'intérieur de cet espace. C'est quelque chose qui est très difficile pour les comédiens qui ont l'habitude d'être filmés en champ contre champ ou en close-up parce qu'ils disent ouais, est-ce que c'est un gros plan? Parce que pour le comédien, le gros plan, comme dans Sunset Boulevard, c'est l'accomplissement de tout. Et donc, il faut qu'il se maquille ou qu'il se brosse, quelque chose comme ça. Sauf que moi, je ne tourne pas du tout comme ça. Et beaucoup de gens étaient extrêmement malheureux quand ils ont tourné avec moi. Beaucoup des filles, d'ailleurs. Très malheureuses parce que je ne les filme pas. Je filme leur silhouette ou l'ombre portée sur un mur ou quelque chose qui de l'ordre de leur grâce, en fait. Je ne filme pas les personnes, je filme l'écho des personnes sur un mur, etc. Et ça les perturbe. Parfois, ça les empêche d'être corrects, ou en tout cas bonnes dans le jeu. Voilà. L'une des choses que, voilà, pour être concret, en fait, dans mes films, il y a 2 fois, en fait, les comédiens ne savaient pas nager, ils se sont jetés dans l'océan. Dans The Seas Behind, Malik Ahmis, qui joue Tariq Nouziat, il était obligé de faire du surf alors qu'il n'a jamais nagé. Et en plus, je lui demandais de fermer ses yeux, et donc il avait le tournis, il a dégueulé pendant toute la journée. Donc, et sans se plaindre, dans C'est eux les chiens, la première séquence qu'on a tournée en décembre, et il faisait très très froid, c'est le personnage qui se jette dans l'océan pour se laver, alors que l'endroit où on a tourné la séquence est très dangereux. C'est un endroit très très dangereux et il ne savait pas nager aussi. Il faisait extrêmement froid. Mais c'est des gens qui, voilà, pour eux, c'est vital. Ils comprennent que la raison du film est quelque chose de présent, de là. On n'est pas dans quelque chose d'abstrait. Ils savent qu'il y a un film qui se fait. Ils sont séduits par le scénario. Ils ont envie d'apporter des choses. Est-ce qu'il y a de l'improvisation? Pas beaucoup. C'est-à-dire, moi, je change beaucoup. C'est-à-dire, la mauvaise surprise pour mes comédiens, c'est que j'écris un scénario et parce qu'ils pensent que si j'écris le scénario, je vais le respecter. Or, je ne le respecte absolument pas. Moi, je m'en fous du scénariste des films quand je réalise mon film. Donc, je change toujours des choses et parfois, je tords des intentions, je tords des séquences, je retourne des séquences parce que je découvre des choses que je trouve plus intéressantes sur place plutôt que les choses qui ont été écrites, tout ça. Je suis absolument contre l'idée de caster des comédiens. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas de répétition. Je déteste ça parce qu'on donne l'impression qu'on va rationaliser quelque chose qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, à partir du moment où on rationalise les intentions du personnage, on fait des robots. En tout cas, personnellement, je trouve qu'on robotise. Ça, c'est quelque chose qu'on fait quand on ne sait pas ce qu'on a envie de raconter. Or, moi, je sais exactement ce qui m'intéresse dans chaque histoire que j'ai fait, ce qui fait que j'attends toujours d'être l'adrénaline du tournage. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est-à-dire, il n'y a rien à voir entre une séquence, la même séquence tournée avec du soleil ou pas. Juste ça, juste l'absence de soleil change complètement la direction, le sens et même le vibe d'une séquence. C'est-à-dire on ne peut plus faire la même séquence avec le vent. J'ai tourné mon film, le dernier, sur un pont, sur un pont qui est vide parce qu'on a eu beaucoup de chance, parce que c'est une nouvelle autoroute et le pont était assez bizarre, très très étrange. Il y a un pont qui ressemble à rien. On a déniché ça. Et le matin, le vent soufflait dans une direction et on avait mis des bandes magnétiques et de la décoration sur le pont, ce qui fait que les bandes magnétiques ils flottaient comme ça à l'horizontale. Le matin, ça soufflait dans un sens et l'après-midi, ça soufflait dans l'autre sens. Ce qui fait que c'était juste une sorte de festival de vent dans tous les sens, avec les comédiens, avec les trucs. Et ça permet de modifier en fait la respiration de la séquence, parce que parler pendant souvent là, avec le frétillement et le son et des bandes magnétiques et le frottement, etc., change la nature de la séquence parce que les gens doivent parler plus fort, doivent être plus proches, doivent attendre le passage d'une voiture, etc. Et ça, en fait, ça influe sur le rythme. Et le rythme, c'est ça, en fait, le battement de cœur d'un film. C'est-à-dire, ça bat ou ça a de la tachycardie ou c'est mort. C'est ça qui est important. Donc, forcément, il faut être à un moment donné sur place pour faire sortir le tout.
ça n'empêche pas qu'il y ait tout un travail sur les personnages. L'un des scénarios les plus compliqués sur lequel j'ai travaillé, c'est The Starve Your Dog. C'est un film, malheureusement, je n'ai pas pu le présenter parce que les festivals nous imposent leurs lois. Et donc, on accepte. Donc, il va passer à Berlin. Donc, ils veulent la première européenne. C'est une sorte de monologue. J'ai écrit un scénario en forme de pièce de théâtre. C'est un monologue. Il y a 5 séquences dans le film, et c'est une sorte de monologue du ministre de l'Intérieur, Basri, qui était c'est un personnage réel, qui est mort en 2007, mais le postulat de départ, c'est qu'il est encore vivant et qu'il va sortir pour faire des révélations. Et tout le film, c'est une sorte d'En attendant Godot, où le personnage, il déblatère sur le passé, il dit des conneries pour tout le monde, ils attendent à ce qu'il dise quelque chose de fracassant, une révélation, et en fait, il ne fait que brosser un tableau très très sombre, actuel, à partir de son point de vue de personnage puissant, omnipotent des années 80. Et là, c'est la seule fois où un comédien prend des risques, parce que le personnage est très controversé. Ce qu'il dit est très très dur sur... Voilà, on continue sur la haine de soi, la détestation de ce qu'on est, et puis l'hypocrisie qui fait de nous quelque chose de très très dur. Donc, et ce qui a été difficile, c'est comment trouver le bon rythme pour le comédien. Comment en fait dire ça, ces monologues qui parfois fassent 6 minutes de monologue en plan fixe, il n'y a pas de mouvement de caméra, parfois le personnage rentre et sort, etc. Comment faire ça de cette diarrhée verbale, quelque chose de cinématographique? Comment incarner ça? Alors, et là, pour le coup, on a beaucoup bossé plus avec Patrice Mendes, l'ingénieur du son, qu'avec le comédien. Parce que le comédien, je lui explique que je veux une musique un peu dissonante, c'est-à-dire dans sa manière de parler. On revient toujours au jazz, on revient toujours à ces références-là. Et il a été extraordinaire. Mais le travail sur le son a été aussi une sorte d'univers qui a inventé en fait un autre espace, au milieu des cadres qui sont très larges, très décadrés. Il y a beaucoup de vide. C'est des cadres vraiment de malaise en fait, c'est-à-dire on est oppressé parce que parfois il y a trop d'espace ou pas assez. Donc on a joué sur ce déséquilibre-là, et la voix du comédien, il a fait un travail formidable pendant 3 ans sans que je sois avec lui. On a juste communiqué sur des choses, mais je ne voulais pas être présent quand il répétait ses propres monologues. Il l'a répété avec son fils pendant 10 ans, et en fait on a travaillé très très longtemps. On a fait des 25 prises, 28 prises, vraiment c'était des journées hyper harassantes pour lui, parce chaque fois qu'il se trompait sur un mot, on reprenait à zéro, même si c'était la minute 5 minute 55 et que là se rate l'avant-dernier mot, il fallait qu'on recommence à zéro pour les 6 minutes, et c'était très très harassant pour lui. Je pense que ça c'était l'un des challenges les plus importants, alors que naturellement c'est très simple, cadre fixe, personnage assis. Parce que si tu fais pas beaucoup de répétitions, est-ce que tu fais beaucoup de prises, ou bien jusqu'à obtenir ce que tu veux, ou bien est-ce que tu tables sur le fait que chacun se lâche et que ça marche que... Il y a 2 choses. Je suis en train presque de changer de méthode. Avant, j'étais très sûr. Enfin, quand on est jeune, on est pas mal con, en fait. C'est ça qui est drôle. On est sûr, on a des certitudes. Maintenant, j'ai plus de doutes. En fait, avant, j'étais très sûr. Quand je faisais des 1, par exemple, je savais exactement à quoi correspondait chaque plan dans le film, et même le jeu des personnages, et ça les gênait parfois parce qu'ils pensaient être des presque téléguidés, parce que c'est ça, ils me disaient, oui, on joue comme des marionnettes, pourquoi on doit s'arrêter là? Oui, parce que la caméra doit être là. Bref, on rentrait dans des débats très sympathiques, mais je sentais qu'il y a une frustration parce qu'ils étaient un élément du dispositif de mise en scène. Depuis, en fait, et du coup, je faisais beaucoup de prises. Je fais encore beaucoup de prises, mais pas pour les mêmes raisons. Actuellement, je fais beaucoup de prises parce que dans chaque prise, j'ai envie d'ajouter une idée. Chaque prise, c'est l'occasion de pousser un peu plus loin la matière écrite. La matière écrite, c'est les dialogues, c'est la mise en scène, c'est l'attente de je ne sais pas quoi, c'est un avion qui passe derrière, des choses comme ça. Et chaque prise, mes techniciens se foutent de ma gueule parce que je leur dis, quand j'ai ma bonne prise, je leur dis on va tenter le diable. On va faire une autre prise et voir est-ce qu'il y aura un truc qui va rejaillir, sortir de... Mais pas... Je fais toujours beaucoup de prises, mais pas pour les mêmes raisons. Autant pour la première, c'est parce que j'avais une sorte de blueprint, c'est-à-dire de cadre, je sais exactement ce que j'attendais, et c'était frustrant pour mes collaborateurs. Autant maintenant, je les pousse au maximum. Je cherche des choses, parfois je ne les maîtrise pas, mais je cherche des choses au maximum, et surtout chaque fois, je leur demandais de changer quelque chose. Parfois, je peux laisser rouler jusqu'à la fin, et lui demander de changer la ponctuation d'endroit.
quand il y a une réplique, ou d'aller plus vite quand il faut, quand il n'y a pas de dialogue, etc. Et j'ai tourné avec un Steadicam. Il n'y avait que des plans séquences très élaborés, très compliqués, avec une profondeur de champ très réduite. Du coup, le point est très délicat et tout ça. Donc voilà, je pense que chaque film, pour moi en tout cas, personnellement, chaque film, c'est un challenge différent, c'est un défi différent, et puis c'est des choses qu'on réussit, et puis beaucoup d'autres qu'on rate, parce qu'on cherche à chaque fois quelque chose de différent. Et chaque film, en fait, il est là pour se repentir des précédents. Alors, juste une dernière question qui entraîne un petit peu ce que tu dis, puis après je vous laisse la parole quand même, que vous puissiez intervenir. Quel est ton contrat avec les comédiens ? Parce que tu progresses vers un cinéma que je dirais un peu un cinéma guérilla, c'est-à-dire tu n'attends plus les financements pour agir, donc le temps du film dure moins longtemps, quoi. Et donc après se pose la question des salaires, etc. Alors on avait l'exemple de Gene Reinhardt, je t'en parlais à midi, là, qui travaillait sur Donoma, qu'on avait vu, et qui faisait donc un cinéma guérilla. Il se targuait d'avoir fait un film à 20 €. Et donc il avait par contre un contrat très... mais il a tout fait lui-même, hein, c'est pour ça. Mais il avait un contrat extrêmement précis avec ses comédiens et ses techniciens. C'est-à-dire que si tout l'argent généré par le film serait partagé sur les termes du contrat par l'équipe une fois que ça marchait. Donc c'était une prise de risque comme on peut se lancer dans une prise de risque dans la vie. Et finalement, ça marchait assez bien. Ils faisaient une tournée ensemble. Ils sont arrivés à 18 pour présenter le film ici, avec un bus qui circulait dans toute la France de festival en festival. Comment ça se passe à ton niveau, puisque tu as un peu cette troupe qui te suit comme ça? Quel est le contrat avec eux? Quel est sans te demander les termes précis, mais enfin en tout cas, quelle est la forme de relation, quoi? Il y a deux choses en fait. Moi, j'ai pas de démarche, j'ai deux pistes de réflexion et de travail. C'est-à-dire, mon dernier film, j'ai même eu beaucoup d'argent de France, de partout pour le faire, mais j'ai attendu pendant 3 ans. Or, il y a des sujets où l'urgence est un élément moteur. Donc, c'est très simple. C'est des gens avec qui je travaille sur d'autres projets pour la télévision, quand je fais un projet télévision et tout ça. Et dès le départ, le contrat est simple. C'est-à-dire ils vont venir travailler parce que c'est quand même sympa de faire un film pendant 2 semaines et ça ne rapporte rien, ça rapportera du prestige. Depuis l'expérience Théo les chiens, qui était mon premier film fait un peu en dehors du système, parce que Hassan Badida, le personnage principal, il a eu, je pense, une dizaine de prix d'interprétation dans le monde. Ça a créé une sorte d'élan comme ça. Les comédiens, naturellement, viennent me voir pour que je leur... Ce qu'ils disent, qui me fait toujours rire, pour que je leur écrive un film. Ça devient presque... c'est drôle, je trouve ça drôle, et je trouve ça touchant aussi, parce que dans ces comédiens-là, il y a des gens qui m'intéressent beaucoup, mais pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils peuvent être, en fait. C'est-à-dire, ils savent que moi, je vais les prendre, et je ne vais jamais jouer sur leur mécanisme à eux. Je vais un peu les tordre dans tous les sens pour sortir quelque chose que moi, je vois en eux, sans qu'eux n'en soient conscients. Et c'est dans cette volonté de cette corvée pour eux, où ils s'accomplissent, parce qu'ils peuvent gagner leur vie à faire des séries, à faire un certain nombre de choses qui fonctionnent, qui bien, mais qu'à un moment donné, en fait, je pense en tant qu'artiste, ils ne s'accomplissent pas. Et moi, je viens presque remplir cet espace-là, et ils m'appellent pour ça. Et de manière très simple, on n'est plus dans l'ego, on est des gens adultes, on peut dire, ouais, j'ai envie de bosser avec toi, moi j'ai envie de t'écrire un rôle, etc. Et à partir du moment où je le fais, j'appelle les gens naturellement, et je leur dis, voilà, j'ai envie de tourner dans 3 mois, on a 40 € pour le tourner, est-ce que ça vous intéresse? Oui, ok, et on y va. Parfois, on ne signe pas de contrat, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de lourdeur administrative, parce que justement, c'est les films que je fais dans ce cadre-là, c'est parce que je n'ai pas envie que l'administration regarde de trop près. On leur demande des autorisations de tournage, mais généralement, on leur donne le mauvais scénario. Parce que sur ces films-là, il y a des choses, à la fois par bêtise et en même temps parce que c'est des fonctionnaires de tiers-monde.
Le plus simple, c'est de bloquer. Le plus simple, c'est l'inertie, c'est de laisser pourrir, on va rien faire, etc. Et il faut que j'avoue aux choses, c'est que pour faire mes 2 derniers films, j'étais obligé, même s'ils ont lu un scénario où c'était expurgé, ils m'ont obligé à signer un papier bizarre, très bizarre, qui dit que je ne vais pas outrepasser les limites de mon liberté de création, ce qui est quand même une formule très conne pour dire rien. Mais j'étais obligé de signer pour les rassurer, parce que quelque part, quelqu'un qui est frileux a peur que plus tard, on va faire le coup de match love, c'est-à-dire, mais qui a donné l'autorisation de tournage, comment on laissait faire ce film comme ça. Et moi, j'ai tourné avant Match Love. Donc, dans C'est eux les chiens, moi et Nabil, on a signé un papier très abscon pour dire qu'il y a des choses qu'on va respecter. Et c'est très abstrait, ça ne veut rien dire. Les papiers, moi, je les photocopie, je pense que c'est un document historique tellement ça ne veut rien dire. Et c'est signé. Et ça m'a permis de faire mon film. Ça m'a permis d'avoir l'autorisation qui est quand même une obligation quand on tourne au Maroc. C'est-à-dire, sinon, n'importe quel flic va nous arrêter dans la rue pour nous demander cette autorisation. Si on ne l'a pas, ils vont confisquer. Et c'est absolument pas productif, en fait. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est que dans ce cadre-là, c'est une question en fait de survie et d'envie. La survie, c'est bon, il faut comprendre le contexte, il faut esquiver les choses pas agréables qui viennent vers nous, et en même temps se concentrer à 100% sur le film. Les comédiens comme les techniciens, ils sont là parce que 2 semaines dans la vie de quelqu'un, c'est pas beaucoup de temps. D'autant plus que derrière, ces comédiens et ces techniciens, ils sont très contents de retrouver que ces films-là existent pendant longtemps et seront on va dire des marqueurs pour eux, des moments de gloire. C'est-à-dire Malek Ahmi, c'est quelqu'un qui joue dans The Six Behind, c'est quelqu'un qui est comédien depuis 20 ans. Il a toujours joué les seconds rôles des personnages, à part dans mes films où je lui donnais des rôles plus ou moins, de la figuration. Pas très intéressant, jusqu'à The Six Behind, où il a eu quelques prix, il a beaucoup voyagé, il était très content. Hassan Badida, c'est quelqu'un qui a fait du théâtre pendant 30 ans, je pense. Et personne ne le connaissait jusqu'au moment où il est révélé dans C'est eux les chiens. Et du coup, il devient une sorte de personne extraordinaire. Et les gens me disent, ouais, mais comment vous avez pris le risque d'embaucher un comédien inconnu? Je leur dis, oui, ok, définissons déjà le risque et définissons comédien inconnu. Parce que pour moi, ça n'a jamais été un comédien inconnu. Ça a toujours été un potentiel incroyable, pas encore exploité. Il n'y a pas de risque, en fait. Et de toute façon, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aller dénicher, en fait, les gens qui ont envie. Et je pense que le cinéma fonctionne beaucoup parce qu'on a envie de raconter des histoires, envie de proposer des choses différentes. Un film doit être forcément, pour moi, en tout cas, un prototype, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas reproduire après. Et à la fois pour ne pas se répéter, aussi parce que l'histoire impose ses propres moyens, à la fois financiers et à la fois intellectuels et à la fois de jeu, etc. Et chaque choix influe drastiquement sur le résultat final. Donc, c'est pas du tout anodin. C'est-à-dire, pour moi, c'est quelque chose qui est naturel pour moi. Aller tourner, c'est presque, voilà, c'est aussi simple. Ma femme, ça ne le surprend absolument pas de lui dire, dans 2 semaines, je tourne un film. Ok, c'est pas grave. Vas-y, je t'attendrai. Donc, voilà. Donc, mais après, je pense que là, depuis 1 mois, depuis 3 semaines, j'ai terminé en fait mon dernier film il y a 10 jours. Je vais prendre 2 ans pour réfléchir à ça. Et je pense que j'ai fini avec Hassan II, avec le Maroc, avec Casablanca. Je vais passer à autre chose. Tu disais que tu viens d'avoir un enfant aussi. Aussi, surtout ça. Je vais passer du temps avec mon enfant de 4 mois.